Parce que le bonheur ne vaut d'être vécu que s'il est partagé, Lancôme vous invite à écouter Happiness Therapy. Découvrez une vision plus holistique de la beauté et du bonheur sous toutes ses formes, pour toutes les femmes. Il est temps d'explorer de nouvelles voies pour être activiste de votre bonheur. La vie est belle, c'est décidé. Ce que le public réclame, c'est l'image de la passion, pas la passion elle-même. Roland Barthes n'a connu ni Internet, ni le smartphone. Encore moins Twitter ou Snapchat. Qu'aurait-il pensé de ces nouvelles mythologies, tous les doudous numériques qui en quelques années ont envahi et changé nos vies? Imaginait-il seulement qu'en 2019, 60% de la population mondiale serait connectée, que Facebook compterait 2,2 milliards d'inscrits et que 70% des Français vérifieraient leur messagerie toutes les 5 minutes. Vous écoutez Happiness Therapy, le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Mais peut-on vraiment aller bien quand on passe 20% de son temps les yeux rivés sur un écran ou un téléphone portable? Que l'on court après le like comme un drogué en manque de sa dose d'amour et de reconnaissance? Qu'on s'endort avec son téléphone, qu'on se réveille avec lui et qu'on le consulte même à table de peur de manquer quelque chose? Je suis Marion Louis, journaliste beauté, forme et santé à Madame Figaro, un spécimen de la génération papier. Je ne suis sans doute pas la plus accro aux réseaux sociaux et refuse d'être encartée sur Facebook. En tout cas à titre personnel, car pour mon métier, je passe beaucoup d'heures devant un écran. Je gère environ 200 mails par jour, j'ai un compte Instagram et collectionne les applis censées faciliter la vie. Pourtant, je sens que les algorithmes grignotent peu à peu mon temps de cerveau disponible et m'éloignent de la vraie vie. L'addiction des jeunes et des enfants m'inquiète. Je ne suis pas la seule. 42% des Français se sentent dépendants des outils numériques. Alors, a-t-on raison d'avoir peur ou pas tant que ça? Le philosophe Fabrice Midal, auteur de « Foutez-vous la paix pour commencer à vivre », se pose lui aussi pas mal de questions. Et rencontrer un chantre de la méditation, ça se mérite. Je l'ai déniché en haut d'une tour du quartier de la Défense à Paris, après m'être égaré dans l'immense centre commercial des 4 temps et avoir traversé quelques rocades. Mais une fois arrivé au 17e étage, la vue est à couper le souffle. C'est là que ce bouddhiste laïque vit, travaille et médite. Nous sommes tous devenus addicts à nos téléphones portables, sans nous en rendre compte, sans l'avoir voulu. C'est quand même extrêmement troublant. Et alors moi, qui pratique la méditation et qui n'ai une vie saine, qui n'ai jamais connu d'addiction, me voilà, à mon âge, tombé dans l'addiction au téléphone portable. Quelqu'un d'autre s'interroge, la journaliste et influenceuse Elsa Wolinski. 35 000 followers suivent son compte Instagram Wolinski, où elle raconte avec franchise, humour et non sans un certain courage son combat avec son image, ses angoisses, mais aussi sa relation compliquée avec les réseaux sociaux. Elle nous a gentiment accueillis chez elle un matin de décembre. Ses 2 filles venaient de partir à l'école, les chats jouaient comme des fous avec le sapin de Noël. Elle nous a parlé de ses rapports tumultueux avec Instagram, qui ont commencé à un moment très difficile de sa vie. En fait, j'ai vraiment commencé les réseaux sociaux quand mon père est décédé. Georges Wolinski a été assassiné il y a 3 ans pendant les attentats de Charlie Hebdo. Moi, Instagram, ça a été énorme pour moi. Parce que à la mort de mon père, je me suis retrouvée quand même extrêmement seule, puisque j'ai dû
j'ai dû soutenir ma mère, j'ai dû soutenir mes filles, j'ai dû soutenir le père de mes filles. Enfin, mais c'était un moyen de communiquer ce qui se passait réellement d'un point de vue personnel, mais sans passer par les médias. Ça a commencé comme ça. Après, j'ai poursuivi parce que j'ai été dans un certain mal-être. Après, finalement, j'ai poursuivi ce que mes parents ont fait. Eux, ils racontaient leur vie, moi, j'ai raconté la mienne. Et vraiment, c'est vrai, d'une manière assez libre. Et j'ai poursuivi, en fait, en racontant mes maux, en racontant mes malaises, mes complexes, mon mal-être. Donc oui, ça m'a beaucoup aidée. Ouais, vraiment. Pourtant, ces réseaux sociaux ont vite fait de vous mettre un fil à la patte. Ce qui est important comme question à se poser, c'est est-ce qu'on devient smart avec nos phones ? Coco Braque de la Perrière est auteure, coach de dirigeants, conférencière et elle a organisé le plus grand dîner en silence avec Thierry Marx. Elle se dit aussi experte en déconnexion-reconnexion. Après la révolution digitale, pour moi, il y a une révolution anthropologique qui a débarqué de manière très insidieuse, sans qu'on s'en rende compte. Et aujourd'hui, pour moi, ça devient un enjeu de santé publique. Donc, il y a vraiment des prises de conscience à faire où on est passé entre cette solitude, cette vie sociale, et aujourd'hui, on est dans cet isolement connecté. Voilà. Donc il y a beaucoup de sociétés qui ont travaillé pour programmer des outils informatiques et maintenant on devient plutôt des individus programmés. C'est comme au casino, c'est-à-dire que tous les utilisateurs de smartphones, l'image que j'ai, c'est l'image de personnes qui sont devant des machines à sous. Fabrice Midal, lui, pense même qu'il existe un projet idéologique de la technique. Et ça vient vraiment de la manière dont l'industrie a essayé de capturer notre attention. Il y a quelque chose ici qui est très intentionnel. Contrairement à beaucoup de gens, je ne crois pas que la technique soit neutre et que ce qui compte, c'est notre usage. C'est ça le discours qu'il y a partout. C'est la technique est neutre. Et si jamais vous êtes dans une addiction, c'est de votre faute parce que quand même la technique, ça rend de grands services. Donc, mais non, c'est ne rien comprendre à ce qui est en train de se jouer. Ça, c'est ça le projet. Tout le temps, capturer votre attention pour être un consommateur-producteur en permanence. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on est complètement victime et manipulé. Donc il faut commencer à apprendre, à retrouver un rapport à son propre esprit. Il faut étudier son propre esprit. Quand Coco Braque de la Perrière décortique ce phénomène, elle emploie toutes sortes de mots étranges qui font encore plus peur. D'abord, elle parle de FOMO, ou Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose, un dîner, un événement, d'être exclu. Qu'est-ce qui fait que je reste sans arrêt connectée ? C'est parce que je vais avoir de l'info, je vais avoir mon like, je veux surtout pas rater une soirée. Enfin bref, mon ego a besoin d'être nourri. Elsa Wolinski connaît bien ce sentiment. Moi, je suis comme tout le monde, de voir parfois la vie des autres, où ils sont tout le temps heureux, où les femmes sont toujours belles. Avec les réseaux, parfois, j'ai la sensation de jamais être là où il faut. Ce n'est pas tout. Coco Braque de la Perrière parle aussi de phubbing. Le phubbing, c'est la contraction entre phone et snobbing. Je vous snob avec mon téléphone, c'est-à-dire que je suis en train de déjeuner avec vous, vous me parlez, et je vous regarde un peu de temps en temps, mais je regarde autant mon téléphone. Et elle ne décolère pas contre les gens qui manquent totalement de savoir-vivre en public. C'est dingue qu'aujourd'hui, on en soit encore rendu à ce manque de civisme digital. Donc, alors c'est vrai que je passe toujours pour une emmerdeuse dans le train, une emmerdeuse dans les transports publics, parce que je demande un peu plus de respect. On me regarde comme une dingo. Je vais pas arrêter, quoi. Et tous ces gens dans la rue qui passent et repassent sans se voir. Il y a encore aussi ce syndrome qu'on appelle le syndrome du snombi. Alors, snombi, ça c'est encore un mot valise qui est une contraction de zombie et de phone. C'est-à-dire que regardez le nombre de snobbies qu'il y a dans la rue. Avant, on se regardait, on pouvait même draguer en regardant. Il y avait des regards qui pouvaient nous porter toute une journée, mais aujourd'hui, c'est terminé. Et la dernière tendance où
mode de vie qui nous pollue aujourd'hui, c'est ce blurring. Alors ça, si j'ai bien compris, c'est l'effacement progressif de la frontière entre vie professionnelle et personnelle. Une limite de plus en plus floue. Et bien évidemment, quand on regarde nos mails à 11h du soir et qu'il y a un mail qui est polluant, parce qu'il y a un très 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 urgent, eh bien forcément, qu'est-ce qui se passe? On ne dort pas bien. L'addiction, ça commence dans le cerveau. Michael Stora, psychologue et psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques, sait bien l'expliquer. Lorsque j'ai un like, j'ai une sorte de petite décharge de dopamine. C'est le circuit de la récompense, mais c'est un circuit très rapide, c'est un shoot. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que donc l'ingénieur Facebook, qui a inventé le concept de like, a dit qu'il avait inventé un monstre. Il a inventé en effet une sorte de machine à sous, qui est fait qu'on attend éternellement et qu'on va, d'une certaine manière, être en attente de like. Finalement, ce like est carrément ressemble en effet à une forme de petit Prozac interactif. C'est vrai qu'évidemment, il faut bien comprendre que l'addiction est une lutte antidépressive. C'est paradoxal, mais c'est une manière de se défendre face à un effondrement dépressif. L'addiction est une manière je dirais, d'aller mieux, de se soigner, de s'auto-soigner. Donc c'est vrai que évidemment, nous parlons à nouveau d'addiction sans drogue. Hein. Alors, c'est vrai que c'est complexe parce que, au fond, il n'y a pas de substance en elle-même. Mais oui, il y a en effet cette idée de dopamine, mais ce n'est pas suffisant. Bon, la tête va mal, mais le corps n'est pas épargné. Et à force de regarder nos écrans 6 heures par jour, la lumière bleue finit par abîmer la rétine. Elsa Wolinski s'en est bien rendue compte. C'est que je vois beaucoup moins bien qu'avant, parce que à force d'être tout le temps sur mon écran le soir, je me suis éclaté les yeux. Donc je suis allée chez l'ophtalmo qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Comment c'est possible ?» On pourrait aussi parler des problèmes de sommeil, de mémoire. Pourquoi se casser la tête à retenir quelque chose puisque la réponse est à portée de clic? Sans parler du INEC, signalé par Coco Braque de la Perrière. C'est le syndrome de la tête baissée. Quand on a la tête baissée, c'est comme si on avait un poids de 34 kilos au bout du cou. Il y a forcément un moment donné où le dos n'est plus sollicité, puis le dos est dans une raideur et une immobilité qui ne devrait pas exister. Même les enfants se plaignent de voir leurs parents scotchés à leur téléphone. Sauf que eux aussi ont bien du mal à lever le nez. Les enfants savent plus exprimer leurs émotions puisqu'ils le font avec des emojis. Ils ne savent plus regarder dans les yeux, parce que nous-mêmes, d'ailleurs, on les regarde beaucoup moins dans les yeux, on leur donne beaucoup moins cette attention. Donc, il y a de plus en plus de troubles de l'attention chez les enfants. Voilà, quoi. Évidemment, tout ça ne facilite pas les rapprochements. Donc, je me dis, bientôt, on va faire l'amour virtuellement. On n'en est peut-être pas si loin. D'après des études récentes, 4 Français sur 10 renonceraient plus facilement au sexe qu'à Internet. Et le pourcentage augmente chez les plus jeunes. Bigre, c'est pire que dans 1984. Serions-nous tous devenus des zombies et des robots manipulés? Esclaves de cette fameuse servitude volontaire dont parlait déjà la Boétie au XVIe siècle? Peut-on agir ou bien est-ce déjà trop tard? Michael Stora vient de publier « Et si les écrans vous soignaient ?» Psychanalyse des jeux vidéo et autres plaisirs numériques. Il s'est tout particulièrement intéressé aux ados accros aux jeux vidéo, une addiction officiellement reconnue par l'OMS. Cela touche environ 5 à 6% des jeunes. Contrairement aux autres addictologues, il ne prône pas l'hospitalisation mais se sert des écrans pour les guérir. Il a même créé l'école des héros pour miser sur leurs compétences. En revanche, il n'a jamais vu de patient venir pour un problème d'addiction au portable, même s'il voit bien que ses contemporains ont un rapport quasi compulsif au smartphone. Il m'est arrivé il y a bien longtemps de l'évoquer comme un doudou sans fil. Et on sait à quel point le doudou, donc cet objet transitionnel, a une fonction de venir pallier à l'absence de la mère. Moi, en tant que psychanalyste, je travaille sur la source, d'où ça vient. Donc souvent, on va repérer en effet des fragilités profondes dues à une histoire. Et quand je vous parlais du portable, on va voir que ça vient révéler une capacité à être seul. Et la capacité à être seul, c'est une chose qui se construit dans les toutes premières années de la vie. C'est vrai que je pense que justement, accuser l'écran d'être à l'origine de ce mal-être, c'est à nouveau faire l'économie d'une réflexion beaucoup plus poussée sur ce qu'il y a derrière. Parce que l'écran fait trop souvent écran.
Pour lui, la connexion peut avoir aussi du bon. Je pense que cette forme de désinhibition est parfois saine. Elle permet à des individus qui parfois n'osent pas dire, mais pas forcément des choses haineuses, n'osent pas, quelque part ont peur de cet autre en soi, qui pourtant est là. Et finalement, à travers un pseudo, un avatar, je vais être enfin celui que je n'ose pas être dans la vraie vie. Donc il y a des choses tout à fait intéressantes et cette dimension de bal masqué me plaît énormément. Et j'ai pu voir à travers certains de mes patients comment ils ont pu oser. J'en parle un peu dans mon livre Hyperconnexion où une femme qui avait plus de 55 ans, mariée, fidèle, mais n'ayant plus de sexualité, s'est autorisée à être pétillante 92 sur un site de rencontre et à oser enfin avoir des discussions érotiques, ce qui l'a énormément aidé, en plus du travail de psychothérapie, c'est-à-dire de se simuler comme cet autre, et qui a pu engendrer à nouveau une sexualité avec son mari. Fabrice Midal insiste, il faut surtout se poser les bonnes questions. Le premier pas, c'est de se rendre compte qu'on est manipulé, parce que pendant longtemps, on ne s'en rend pas compte. On a l'impression qu'on maîtrise la chose. Comme toute forme d'addiction, les gens ont l'impression qu'ils maîtrisent leur consommation d'alcool, qu'ils maîtrisent leur consommation de médicaments, et ils mettent longtemps à se rendre compte qu'en réalité, non, ils sont addicts. Donc déjà, c'est important de voir qu'on est addict. Et une fois qu'on voit qu'on est addict, qu'on comprend le mécanisme, déjà, on respire. Pour lui, la méditation est une des solutions. Et ce n'est pas une simple technique de bien-être pour se détendre. C'est l'antipode exact du processus qui est à l'œuvre dans le téléphone portable, dans l'addiction. C'est juste que je trouve ça fascinant que la méditation nous apprend à ne rien faire et en ne faisant rien, on redevient plus vivant. Et que l'addiction, c'est l'idée qu'il faut surtout être tout le temps occupé. Parce que c'est la seule manière de se sentir vivant et que c'est ça qui nous tue. Coco Braque de la Perrière nous invite elle aussi à l'introspection. Pour moi, déjà, la première solution, c'est vraiment de prendre conscience. Est-ce que je suis dépendant? Est-ce que je suis addict? Ou est-ce que j'ai une relation équilibrée? Et d'être honnête avec soi-même. Honnête, Elsa Wolinski l'est toujours. Depuis que je suis beaucoup sur Instagram, je lis beaucoup moins. Parce que finalement, les réseaux sociaux, je me couche avec et je me lève avec. Comble de l'ironie, les geeks de la Silicon Valley sont partis en guerre contre l'addiction qu'ils ont contribué à créer. Hazar Askin, l'inventeur du scrolling, qui nous permet de faire défiler les pages avec le doigt, a déserté les réseaux sociaux et passé son smartphone en noir et blanc. La légende veut que Bill Gates ait interdit les tablettes à la maison et que les enfants des cadres Apple et Google fréquentent des écoles sans Wi-Fi. Les babysitters signeraient même des contrats dans lesquels elles s'engagent à ne pas mettre les enfants qu'elles gardent devant les écrans. Ces techno-repentis ont même créé le Center for Human Technology à San Francisco pour alerter contre les dangers du numérique et proposer des antidotes. Partout, dans les hôtels, les spas, les centres de thalasso ou thermaux comme à Vichy, on voit fleurir des cures de digital detox. Des thérapeutes bien-être organisent des retraites. Mais se libérer de la technologie n'est pas si simple. On voit de véritables phénomènes de manque que notre coach Coco Braque de la Perrière connaît bien. Ce syndrome de la main vide, j'ai peur que mon téléphone me manque parce que c'est quand même une présence, ce téléphone. Donc au tout début de la digital detox, on a ces sensations, on ressent le manque même dans le corps. Donc c'est peut-être de ça qu'il s'agit aussi quand on fait une digital detox, c'est de prendre conscience que c'est pas que dans la tête. Au début, c'est stressant. Au début, on va ressentir peut-être ces vibrations fantômes parce que le téléphone nous manque. On va peut-être être sujet à cette nomophobie. Alors la nomophobie, c'est la contraction de no, phone, phobia. Elsa Wolinski fait elle aussi beaucoup d'efforts en ce sens. Donc j'essaye. Là, je vous le dis, je viens de commencer. Alors je suis très fière. Non, mais c'est difficile. Mais c'est vrai, j'essaye de me coucher sans mon portable. Donc je me suis acheté un réveil. En disant comme ça, c'est plus ton portable qui te réveille. Donc le portable, il n'est pas à côté de moi. Et je me couche pas avec le portable, je me couche avec mon livre. Et le matin, je me réveille pas avec le portable en me disant « Ah, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles? Qui m'a laissé un message ?» ou quoi. Parce que du coup, ton esprit, il est tout de suite vers autre chose. Il n'est pas sur toi, il n'est pas sur ta respiration, il n'est pas sur ta journée. Tout de suite, je suis éparpillée. Il existe même des applis pour aider à se déconnecter. Par exemple, des programmes spéciaux sur Petit Bambou ou encore Flipped, la plus intraitable avec la version Full Lock qui bloque votre téléphone pour 1 heure. Ou encore Space qui dresse un bilan de vos errances numériques.
Des applis pour se passer des applis? N'est-ce pas un peu absurde? En tout cas, ce n'est pas pour Elsa. Je peux péter le téléphone si on me bloque le truc. Donc non, mais non, j'ai pas toutes ces applis, parce que si je prenais toutes ces applis, je passerais encore plus de temps à comprendre les applis et je resterais encore plus de temps sur mon téléphone. Coco Braque de la Perrière a réponse à tout. Il faut de l'aide. Ok, et à part les applis, on fait quoi? Pour elle, la première stratégie consiste à couper toutes les notifications. Alertes sonores et lumineuses très polluantes pour soi et les autres. On peut aussi enlever les 2 applis les plus chronophages. Vous pouvez aussi décider de vous dire, allez, cette semaine, j'enlève Facebook et Snapchat. Et puis de ressentir ce qui se passe dans le corps. Et une autre manière aussi de rendre les choses plus ludiques, c'est d'installer à la maison des free zones, ce que j'appelle des zones sans Wi-Fi. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant, dans une semaine, décide de dire que, cette semaine, il n'y a pas le droit à son téléphone dans la cuisine. Pas d'appel, pas de téléphone amené. Et puis la semaine d'après, c'est un adulte qui décide, et là, c'est pas de téléphone dans le salon. Donc, c'est d'amener un peu de jeu dans cette difficulté à devenir raisonnable et équilibré par rapport à son téléphone. Vous aurez peut-être alors le privilège de passer du FOMO, ou la peur de ne pas en être, au JOMO, Joy of Missing Out, la joie de retrouver sa liberté. Mais dès qu'on a découvert cette joie, elle est plantée dans le corps, dans la tête et dans le cœur, et on a envie de la retrouver à un moment donné. Et pour les enfants, on fait comment? C'est tellement tentant de laisser les petits jouer avec leurs tablettes pour avoir la paix et éviter les conflits. Coco Braque de la Perrière s'adresse d'abord aux parents. Donc, rééduquer l'enfant à s'ennuyer. Mais c'est aussi simple que ça. Et dès qu'il va s'ennuyer, alors, au bout d'un moment, il va être créatif. Par contre, ça demande effectivement pour le parent plus d'attention et plus de temps donné à l'enfant. Et donc, ça passe par la rééducation du parent. Voilà. Elsa Wolinski jongle aussi avec ses contradictions. Elle essaie de mettre des limites à ses filles. Mais avec son aîné de 12 ans, ce n'est vraiment pas simple. C'est une catastrophe parce que je ne peux pas trop limiter, puisque de toute façon, son portable est tout le temps en main. Donc qu'elle soit aux toilettes, dans la salle de bain, dans la cuisine ou n'importe où, il y a toujours un... Donc j'essaye d'être derrière. C'est une source de conflit, le téléphone. C'est pour ça que je me suis mise, moi, à moins poster, que je me suis mise, moi, à limiter les stories, par exemple, quand je suis avec elle, parce que sinon, effectivement, j'étais pas prise au sérieux quand je leur disais arrêtez les écrans. Elle me disait mais enfin, toi tu passes ton temps à faire des selfies, tu trouves que c'est intéressant? Elle m'imite, hein. Elle me dit mais enfin, tu trouves que c'est agréable d'être avec une maman qui fait des selfies? C'est ridicule, quoi. Michael Stora n'est pas pour le bannissement des écrans. Pourquoi ne pas partager les écrans avec nos enfants? Moi, c'est ce que je fais. Mon fils me montre des vidéos sur YouTube, alors c'est pas toujours bon, mais quand même, je lui en montre. Je joue avec ma fille à des jeux vidéo. Je pense que c'est plutôt cette idée d'imaginer les écrans comme des alliés dans la dynamique familiale qui vont justement éviter cette sorte de fossé générationnel très anxiogène. De toute façon, il va bien falloir s'adapter. D'ici 2 ans, nous serons entourés de 200 milliards d'objets connectés. Mais n'oubliez pas que c'est l'objet qui doit vous obéir et non l'inverse. Alors, prête pour le sevrage numérique? On lève un peu les pouces? On regarde le ciel, les nuages et les vrais gens? On perd un peu de temps pour gagner en quiétude intérieure? On se sert de la techno pour partager, échanger, discuter, découvrir? Surtout, gardez grands ouverts l'esprit et les oreilles en attendant le prochain et dernier épisode d'Happiness Therapy. Merci d'avoir utilisé votre portable ou votre ordinateur pour nous écouter. Merci à tous nos invités, à Jean-Sébastien Stelly pour la direction éditoriale, à Richard Gianorio, à notre productrice Adélie Pochman-Pontet, à nos stagiaires Alice Boulot, Marie Goulieu et Clémence Renard, à nos ingénieurs du son Jean-Baptiste Aubonnet et Tristan Mazir, ainsi qu'à toute l'équipe de Louis Média. À bientôt! Happiness Therapy vous a été présenté par Lancôme. Et si le bonheur nous rendait plus belles?